Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, qui très prochainement organisera une conférence sur l'intelligence de nos enfants, puisqu'apparemment tous nos enfants sont intelligents. Effectivement, donc c'est-à-dire ce samedi, donc le samedi 21, après-midi, de 14h à 19h, on invite vraiment toutes les familles à venir partager avec nous cet après-midi de lancement de l'Institut d'Histoire à Nijar. Et le thème que j'ai choisi, c'est tous nos enfants sont intelligents, pourquoi, comment ? Parce que, vous savez, la nature ne sait pas dupliquer les intelligences. Il ne faut pas chercher dans un enfant l'intelligence de son voisin. Mais tous les enfants sont intelligents. Et vous voyez, moi, il m'arrive des choses, notamment, dernièrement, j'ai pris un petit garçon, je lui ai dit, mon prince, viens, on va faire des exercices mathématiques. Je lui ai à peine dit ça que sa maman m'a dit, oula, attention, c'est un enfant déficient. Je fais les exercices avec l'enfant me donne les bonnes réponses en me chuchotant à l'oreille. Pourquoi il me chuchote à l'oreille ? Pour ne pas que sa maman voie qu'il a les bonnes réponses, parce qu'il est quelque part rentré un peu dans le jeu. Vous voyez ce que je dis par là ? Ça, c'est totalement surprenant. Bon, nous avons des spécialistes de la petite enfance et des spécialistes de la psychologie enfantine à Nijar. Et vous savez que des fois, il y a des gens qui viennent et qui me disent « Monsieur Omotunde, je suis dans un établissement d'enfants inadaptés. J'aimerais voir avec vous comment on pourrait mettre un atelier autour des mathématiques africaines pour voir comment les enfants réagissent. » Moi, la première chose que je demande à cette personne, c'est est-ce qu'elle a déjà vu en Guadeloupe un bœuf inadapté ? Ou une poule inadaptée ? Ou un cabri inadapté. Parce que si tous les animaux, tous les poissons, toutes les mangues et toutes les cannes sont adaptés, je suis quand même surpris qu'on ait réussi à faire croire aux gens qu'il n'y a que les humains et les enfants qui sont inadaptés dans un pays où la moindre poule, le moindre cochon, le moindre bœuf est adapté. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Tout ça pour ne pas remettre en jeu quoi ? C'est pas l'enfant qui a un problème, c'est la méthode pédagogique qui doit s'adapter à l'enfant et pas à l'enfant à s'adapter à la méthode pédagogique. Et il faut des méthodes pédagogiques. C'est pour ça que la culture africaine elle est suffisamment riche pour offrir cette variété de culture. Maintenant, la deuxième chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, qui est en fait une science africaine qui a été reprise par les Grecs. Mais ça veut dire quoi l'effet Pygmalion ? L'effet Pygmalion, c'est qu'un enfant peut devenir parfaitement intelligent, peu importe le terrain de départ. C'est le comportement de l'adulte qui va véritablement régler cette chose-là, c'est-à-dire démultiplier le facteur motivation. Je vous ai amené un premier document, je vais laisser une enseignante parler de ça, parce qu'il y a eu des études qui ont été réalisées par des spécialistes, et vous allez voir que les études ont toujours fonctionné par rapport à la mise en scène qui avait été préparée pour l'enseignant. Et ça, c'est important. Si on peut écouter le premier document sur l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, voilà, de manière à entendre ce que dit cette dame. L'intelligence dépend vraiment, effectivement, franchement, c'est le comportement de l'adulte. Et moi, j'ai déjà eu à tester ça des milliers de fois. Vous voyez, ça dépend de la nature dont vous avez établi la relation avec l'enfant. Et je vous expliquerai tout à l'heure comment je m'y prends au départ. On part pour le premier document sur l'effet Pygmalion. Bonjour, c'est Valérie Stromanger du site aimer-enseigner-imonsite.com, site qui s'affiche juste à côté de moi. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une théorie qui s'appelle l'effet Pygmalion. Et nous voilà au XXe siècle auprès de psychologues qui s'appellent Rosenthal et Jacobson, dont l'étude va se mettre juste à côté de moi, qui ont étudié les prophéties autoréalisatrices dans les classes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ils ont fait des expériences d'abord avec des rats, donc là je n'en parle pas, mais aussi des expériences avec des élèves dans une école américaine qui s'appelait Oak School. Et dans cette école, ils ont pris 2 échantillons d'élèves tout à fait normaux, d'un niveau tout à fait basique, voilà, des élèves ni plus ni moins brillants que d'autres, mais 2 groupes d'élèves de niveau comparable. Et ils ont fait enseigner à ces élèves des professeurs qui ne les connaissaient pas. Mais avant qu'ils entrent dans les classes, ils ont dit aux professeurs « Oh là là, vous avez de la chance. Vous êtes tombés dans une classe avec des élèves brillants, sympathiques, vraiment ils comprennent tout, ça va être très agréable pour vous. » Et dans l'autre classe, ils ont dit « Oh, tant pis, vous avez le même programme à faire, mais par contre, ce sont des élèves qui ont des difficultés, qui ne comprennent pas bien, etc. » Pourtant, les élèves étaient de niveau comparable. Puis ils ont laissé les séquences d'enseignement se faire et ils ont testé les élèves. Et
à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que le groupe d'élèves qui avait été désigné comme brillant était devenu bien meilleur que le groupe d'élèves qui avait été désigné comme en difficulté. Donc en fait, ce que pensait l'enseignant de la classe avant d'entrer en classe avait influé sur les résultats ultérieurs de la classe. Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge énormément. Alors, comment ça se fait et comment c'est possible? Parce que les professeurs ont enseigné de la même façon et les mêmes cours. Oui et non. Oui, ils ont fait les mêmes exercices peut-être, mais quand on sait qu'on a des élèves brillants, on n'agit pas, on n'a pas les mêmes réactions subtiles, inconscientes que quand on sait qu'on a des élèves en difficulté. Quand un élève qu'on sait brillant se trompe, eh bien, on va lui expliquer rapidement, dire, allez, tu fais attention, c'est pas bien grave, etc. Quand un élève qu'on sait en difficulté se trompe, on se dit, ah oui, c'est normal, il ne comprend pas grand-chose, etc. Si on a envie d'aller un petit peu plus loin que le cours, et puis de donner un petit bonus, on va y aller avec plaisir dans une classe brillante. Puis dans une classe qu'on sait difficile, on va se dire, bon, on va déjà bien voir les choses basiques, et puis bon, pour le reste, tant pis. Et bien petit à petit, ça fait de la différence. Voilà. Alors, maintenant, en quoi ça nous concerne et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela finalement? Éviter ces prophéties autoréalisatrices. Eh bien, la première chose que je voudrais donner comme conseil ou comme indication, c'est de s'interdire le jour de la pré-rentrée d'aller avec sa liste d'élèves voir le collègue de l'année précédente, dire au fait qu'est-ce qu'ils sont, qui sont ces élèves-là, duquel vous me méfiez, ou etc. Non, il faut donner une chance à ces élèves et ne pas les enfermer dans une étiquette. Il y a eu les vacances entre deux, ils ont peut-être évolué, on ne va pas enfermer un élève dans ce que pensait l'enseignant qu'il a eu l'année dernière. Il a sûrement évolué et il ne va peut-être pas agir de la même façon avec lui. Donnez-lui une chance. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument montrer aux élèves qu'on croit en eux. Que, bien sûr, ils peuvent avoir fait des erreurs, mais on agit sur l'erreur, ça ne fait pas d'eux des imbéciles. D'accord? Il faut croire en leur réussite. Et si l'élève sent qu'on croit en lui, qu'on croit en sa réussite, qu'on l'estime, eh bien il va y avoir un effet miroir. Et il va vouloir mériter cette estime, il va vouloir la conserver, d'accord? Parce que s'il sent à l'inverse que de toute façon, on sait d'avance qu'il est nul, qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il est pénible, etc. Pourquoi faire un effort de toute façon? Fichu pour fichu. Bon, il y a beaucoup d'élèves qui réagissent comme ça. Non, tu as fait une erreur, mais tu fais mieux que ça, voyons. Donc, à partir de là, eh bien, on peut construire quelque chose qui est positif et qui va vers la confiance et l'estime de lui-même de l'élève. Et ça, vraiment, c'est un cadeau qu'on lui fait et qui lui donne une chance. Voilà. Donc clairement, l'apprentissage d'un enfant peut être conditionné vraiment par le comportement de l'adulte et le comportement de Totalement. l'adulte. Moi, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que moi, quand j'ai des élèves en face de moi, je leur dis, vous savez, vous êtes tous intelligents. Je ne suis pas venu vous transférer mon intelligence parce que vous êtes déjà intelligents. Mais il y a une chose que je sais, c'est que moi, je dois alimenter votre motivation pour accéder à l'intelligence qui est en vous. Vous verrez que chez ce qu'on appelle, je dirais, dans la spiritualité que ce soit japonaise, chinoise et compagnie, il n'y a pas d'être ayant des défauts d'intelligence. Il y a des natures d'intelligence différentes, mais il n'y a pas de défaut d'intelligence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand un enfant est dans un processus d'apprentissage, l'erreur n'est pas une faute. Ça, c'est les Français qui ont instauré ça. Et je suis très content aujourd'hui qu'il y ait des individus européens qui ont scolarisé leurs enfants dans des pays du Sud et qui se rendent bien compte, dans certains pays, que la faute, l'erreur, ne fait pas partie des processus de sanction. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, moi, quand un enfant me dit que 2 et 2 font 5, mais je lui dis, mais c'est extraordinaire ce que tu dis, viens au tableau et fais-nous la démonstration. Pourquoi je vais lui bloquer tout de suite, dire, non, c'est faux, c'est pas bon, t'as pas appris ta leçon. Non, laisse cette intelligence, s'éveiller, venir devant ses camarades, il vient devant ses camarades, il fait sa démonstration, et puis à un moment, il se rend bien compte que ça ne fait pas 5. Il va me dire, ah, monsieur, je crois que je me suis trompé. Mais si je l'avais bloqué, comment il aurait fait pour être en dialogue avec lui-même ?
voyez ce que je dis par là? L'erreur fait partie du processus d'apprentissage. On ne peut pas sanctionner un élève parce qu'il s'est trompé. Ça, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Parce que vous voyez bien que quand vous faites du sport, en athlétisme, avant de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, il y a beaucoup d'échecs. Vous devez apprendre... Hein, on a eu quand même des spécialistes en athlétisme ici. Ils savent le nombre d'erreurs qu'on peut faire pour atteindre la performance en 100 mètres. Mais toutes ces erreurs-là servent. C'est ce qu'on appelle l'expérience. À l'école, le gamin se trompe, mais c'est pas de l'expérience, c'est qu'il est bête. Mais qui a mis ça dans la tête des adultes? Vous voyez? Alors c'est pour ça que moi, justement, pour insister sur cela et inviter les parents à venir nous rejoindre ce samedi à Paul Mado à 14h, je voudrais montrer un deuxième document. Parce que, vous voyez, quand on met un éléphant, un poisson et un singe, on dit que l'exercice consiste à grimper à un arbre, et que si l'éléphant n'arrive pas à grimper, on dit qu'il est débile, vous voyez bien que quand même... Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas au niveau, je dirais, ni du singe ni de l'éléphant. C'est que celui qui a élaboré un tel test, celui qui a une telle pensée, n'aime pas l'humanité. Vous voyez, il n'aime même pas l'intelligence. Parce que là, il y a un petit côté vicieux, quand même assez surprenant. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écouter ce que le frère il dit dans ce document, parce qu'il dit beaucoup de choses importantes. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life.
just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Beaucoup de vérité, effectivement. Beaucoup de vérité. Et je ne parle même pas de cette espèce de quasi-impossibilité d'aborder les choses par la méthode pédagogique africaine dans les institutions. C'est-à-dire que c'est au-delà du réel. Nous sommes passés devant des psychologues, des psychiatres, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Tout le monde a vu les résultats que nous avions. J'ai fait quand même 1 semaine et demie au rectorat de la Guadeloupe, où j'ai monté, vous voyez, on a même initiation aux mathématiques africaines pour les enfants de 5 ans et plus. Nous faisons des mathématiques fractales avec des gamins de 5 ans. Nous faisons des mathématiques informatiques avec des gamins de 5 ans. Tout ça en passant par la culture africaine, vous voyez, et on a l'impression qu'il n'y a pas le désir de faire réussir l'enfant. On veut lui mettre des préjugés. Les préjugés par rapport à des performances d'intelligence qui ne sont pas ses performances d'intelligence, c'est une mise en scène de son intelligence. Maintenant, le problème dans lequel nous sommes, c'est que les parents se laissent avoir par ce discours très facilement. Vous avez des parents qui disent « Oui, mais mon enfant est déficient. Oui, mais mon... » Attendez, c'est vous qui l'avez mis au monde. Vous voyez, moi je vois que dans notre tradition africaine, nous sommes les premiers humains de cette planète. Nous avons toujours eu des individus avec certaines particularités. Mais on n'a jamais vu ça comme un défaut et ça n'a jamais été perçu comme une déficience. On a toujours vu, et on le voit dans les musées, sur les stèles de l'Égypte antique, les individus, ils pouvaient être aveugles, mais ils avaient une fonction professionnelle. Vous voyez, des individus qui n'avaient pas de bras, ils utilisaient leurs pieds, mais ça ne les empêchait pas de trouver du travail. Parce que ça fait partie du processus, tout simplement. Chaque être vient pour s'épanouir sur cette terre, et on ne peut pas bâtir des restrictions empêchant l'épanouissement. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est parce que c'est un système élitiste. On veut arriver à convaincre la masse qu'elle est déficiente par rapport à l'élite. Et qui a fait le programme? C'est l'élite. Qui a fait les tests? C'est l'élite. C'est pas la masse qui fait le programme, qui choisit les thèmes, les questions qui sont posées, comment elles sont posées. C'est toujours l'élite qui imprime à la masse une espèce de truc un peu bizarre pour convaincre la masse qu'elle est incapable et qu'elle doit suivre. C'est comme ça que le système fonctionne, mais tout le monde l'a déjà bien compris. Maintenant, la chose que je voudrais, c'est que les gens arrêtent de croire que leur enfant est déficient. Moi, j'ai fait suffisamment d'interventions dans des écoles dites d'enfants inadaptés, un peu partout à travers le monde, pas simplement ici, et j'ai montré aux gens à chaque fois que c'est faux. C'est totalement faux. Il faut comprendre comment le cerveau fonctionne. Dernièrement, vous avez vu, le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'on a bâti le programme scolaire avant d'avoir compris comment le cerveau des enfants fonctionnait. En Afrique, depuis Platon a vanté les mérites de l'enseignement scolaire en Afrique en disant mais c'est cette méthode-là qu'il faut mettre en Grèce. Vous voyez l'affaire? Vous avez une institution scolaire. Je comprends que à Paris il fait froid,
à Londres il fait froid, le gamin est fermé dans une salle l'après-midi. Ici il y a une température que je trouve, mais nous on n'a jamais fait des cours de mathématiques l'après-midi. Il y a des choses qu'on fait, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait le matin parce que le soleil ne tape pas. Donc l'après-midi vous aviez deux types d'exercices qui étaient conçus, notamment dans les traditions de l'Égypte antique et autres, parce que l'objectif c'était pas d'avoir un enfant intelligent, mais d'avoir un enfant épanoui. C'est pas la même chose. Moi j'ai eu des camarades de classe à Paris qui étaient intelligents mais pas épanouis. Est-ce que vous voyez l'affaire? Tandis que l'objectif c'était de faire des gens qui sont bien dans leur culture, bien dans leur peau, bien dans leur être. C'était ça. On ne va pas déjà distinguer intelligence effectivement d'instruction. Mais c'est-à-dire que la chose c'est qu'il y a la logique. Et la logique tout le monde l'a. Hein, il n'y a pas un côté où on distribue de la logique avec des gens qui n'en auraient. Tout le monde a de la logique. Vous voyez? Après, c'est des processus. Mais pourquoi vouloir... Moi, quand j'enseigne les mathématiques, j'enseigne plusieurs algorithmes. Je fais même des mathématiques sans chiffres. Vous avez des gamins, quand ils entendent mathématiques, ils ont déjà la main sur les yeux comme ça. Après, quand ils ouvrent, ils regardent le tableau, ils ne voient pas de chiffres. Alors qu'ils entendent des chiffres et compagnie, quand ils ouvrent les yeux, ils ne voient pas de chiffres. Donc, ils sont surpris. Ils disent, mais... Et quand je regarde les photos ou les films qu'on a fait, je vois que c'était eux, finalement, qui étaient le plus souvent au tableau. Ils sont le plus souvent au tableau, alors que c'est eux qui, en entrée de jeu, m'ont dit, vous savez, monsieur Omotunde, les mathématiques et moi, ça fait 25. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc il y a cela qui est important. Il faut faire rentrer cette culture. Vous voyez, nous, à l'Institut Anija, on a le manuel d'études des humanités classiques africaines. Parce que les humanités classiques, c'est ce qui donne du sens. Quand vous êtes chinois, c'est le fait de maîtriser les éléments, les fondements de la culture chinoise qui donne du sens à votre existence. Et je dirais que c'est normal que nous puissions connaître comment on définit l'art, qu'est-ce que le chant, qu'est-ce que l'intelligence, c'est quoi les mathématiques dans nos traditions. L'Afrique est le berceau des sciences mathématiques, mais quand on en parle dans le paradigme des autres. Vous voyez, c'est là où la première fois l'homme a chanté, mais quand on en parle, on parle dans le paradigme de l'autre. Qu'est-ce que c'est que chanter dans la tradition africaine? Vous voyez, ce sont des choses qu'on apprend et qui sont nos maîtres, ce qu'on appelle les Pythagore, Platon, Thalès, nos grands maîtres à nous. Qui sont les grands maîtres qui ont théorisé ces choses-là? Et puis, on a donc le manuel simplifié d'études des Médounétières, donc des hiéroglyphes, mais selon une méthode que j'ai mis au point, qui est la méthode Jodekam. Pourquoi Jodekam? Parce qu'il faut vocaliser à l'africaine les hiéroglyphes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une science qui a été élaborée par l'Occident, donc qui a gardé une vocalisation qui est très éloignée, par exemple, du copte. Mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un monsieur qui est de tradition Akan et Ani, qui a écrit un ouvrage qu'il m'a envoyé. Et en regardant cet ouvrage-là, monsieur Marceau, je me suis rendu compte que c'est extraordinaire comment on ne peut pas prendre tout, mais il y a une base qui permet de vocaliser. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai repris certains éléments adaptés à la technique de la lecture des hiéroglyphes pour en faire donc cette méthode d'Ojekam. Vous voulez vraiment sortir du paradigme occidental? C'est-à-dire tous les enfants sont intelligents. Vous savez, tous les enfants sont intelligents. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je suis passé un jour devant un établissement scolaire, j'ai vu un petit enfant blanc qui pleurait. Je lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que je viens d'avoir pour la première fois, il a eu son premier relevé de notes, c'était une école primaire, et en appréciation générale, c'était marqué élève nul. Je lui ai dit, mais qui t'a écrit ça? Il m'a dit, ben c'est la dame qui est là-bas, la responsable, la dame qui est là-bas. Donc j'ai été voir cette dame et j'ai dit, mais madame, excusez-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est la première fois de sa vie que cet enfant va à l'école. C'est le premier relevé de notes qu'il a de toute son existence et vous avez eu l'audace d'écrire élève nul. Mais vous êtes dangereuse. Est-ce de le marquer? Mais totalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un impact psychologique aussi négatif sur un enfant qui est là pour acquérir du savoir auprès d'un adulte. Et l'adulte n'a même pas compris que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. C'est pour ça qu'il est là. Il est là parce qu'on sait qu'il va faire des erreurs. Donc si on le sanctionne en voulant tout de suite que... Mais attendez, il faut être quand même un peu sérieux. Personne ne sait que quand vous recevez un jeune pour jouer au football, il n'est pas footballeur le premier jour que vous l'avez reçu. Mais vous devez en faire un footballeur. Et les erreurs, ça fait partie de l'expérience. Alors en sport, c'est de l'expérience et à l'école, c'est une faute. Vous voyez pas qu'il y a un problème dans cette façon de concevoir les choses? Il faut retirer justement le système de notation jusqu'à un certain âge, puisqu'apparemment... Personnellement, moi je suis contre le système de notation. Et puis il faut faire beaucoup plus de travaux collectifs.
Vous voyez, il faut faire des travaux collectifs pour avoir tout simplement la capacité de nous comprendre et de créer les conditions de vivre ensemble. Maintenant, la notation, elle a un côté sanction, vous voyez, qui est problématique. Parce que l'enfant travaille pour avoir des notes, pas pour progresser dans son épanouissement. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire, on se retrouve à apprendre des choses pour mémoriser, pour avoir une bonne note, mais est-ce que ça correspond à un épanouissement? Tandis que quand on rentre, moi je ne note jamais, hein. J'ai des phrases, je dirais, qui sont nos phrases à nous, voyez, que je dis que l'enfant, ça crée ce facteur motivation, et finalement, il rentre dans le jeu. Est-ce que vous voyez l'affaire? Il rentre dans le jeu et tous les enfants travaillent. Parce que vous savez que quand j'ai, comme par exemple, 250 gamins dans un atelier mathématique et qu'il faut faire travailler 250 gamins, si vous n'avez pas la méthode africaine, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous voyez ce que je dis par là? Parce que vous visez l'épanouissement de l'enfant. Et là, on est sur une autre sphère d'enseignement. On est sur quelque chose de totalement différent. Et puis, je vous dirai une chose en conclusion, quand même, qui est importante. Ma mère était institutrice. Ma mère, au 2e trimestre, parvenait toujours à faire lire tous les enfants qu'elle avait. Et je lui ai toujours dit, mais maman, comment tu arrives à faire tous ces enfants travailler? Elle me dit, la méthode de l'éducation nationale, je la commence au 2e trimestre, jamais au 1er. Au 1er, j'ai ma petite méthode guadeloupéenne. Et vous voyez que beaucoup d'enseignants qui sont à la retraite aujourd'hui, quand ils parlent de performances qu'ils ont eues avec leurs élèves. Mais regardez bien les méthodes qu'ils ont utilisées. Ce sont des méthodes où l'affection était au premier rang. C'est-à-dire qu'ils donnaient aux enfants le sentiment d'être aimés par l'enseignant. Et beaucoup d'enseignants m'ont dit ici que les enfants n'ont plus le sentiment d'être aimés. D'où l'espèce de déficience qu'il y a. Deuxièmement, on se met d'accord sur un objectif global, pas sur des objectifs individuels. Et troisièmement, elle respecte tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est mis dans le processus et personne n'est, voyez, dévalorisé parce qu'il n'est pas arrivé à autre chose. Tout le monde est pris dans le processus. C'est comme une immense machine à laver qui va entraîner tout le monde. Et finalement, tous les enfants font ces performances-là. Et à la fin de l'année, les enfants considèrent l'enseignant un peu comme un parent. C'est plus la personne de l'extérieur, c'est le parent, c'est le grand frère, il y a toujours ce c'est la grande maman. dont on se rappelle toujours, mais bien sûr, parce qu'il avait la bonne pédagogie. Parce qu'il avait une approche affective, il avait une approche humaine. Le but, c'était l'épanouissement. C'est pas gaver des oies. L'école, c'est pas gaver des oies. Vous voyez ce que je dis par là? C'est créer des individus épanouis. Et ça, il faut y arriver. Et la dernière chose, c'est qu'il faut arrêter aussi de dire pas fait ça, pas manier ça, pas. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut arriver à gommer. Parce que la positivité, ça permet de mieux comprendre. Hein, l'enfant comprend mieux ce qu'on attend de lui. Parce qu'on le lui dit par l'affirmative. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Avec un grand sourire, l'enfant va naturellement rechercher le sourire et va faire toujours ce qu'on attend de lui. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Donc le rendez-vous est donné, c'est donc ce voilà, samedi. Donc ce samedi, 21 septembre, à Paul-Mado, à partir de 14h, nous allons parler de tout ça avec les parents et les enseignants, j'espère qu'ils viendront, de manière à faire en sorte qu'on puisse leur montrer ce que nous avons fait. On a vu quand même aujourd'hui près de 14 000 gamins, donc on a quand même une sacrée expérience à ce niveau-là. Donc cette conférence sur tous les enfants. Tous les enfants sont intelligents. Pourquoi, comment? C'est important. Merci beaucoup, voilà, Monsieur Regalala Omotunde, d'être venu sur ce plateau ce soir. Et avant de se quitter, Brigitte Zabarel nous a rejoint. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. J'écouterai ce monsieur des heures et des heures. Vraiment. Merci gentil, pour tout ce que vous dites. Merci pour tout le bien que vous faites. Merci. Très bien. Et donc Brigitte, là on parle d'anthropologie noire avec Monsieur Omotunde, mais effectivement tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Santé 10 revient.